je vous présente comment. Voilà, donc il y a des personnes qui vont arriver, j'imagine, au fur et à mesure. Ben, écoutez, déjà, merci de votre présence. Donc, nous sommes 85 inscrits à peu près à ce webinaire. Voilà, donc il y en a qui risquent d'arriver après par la suite. Donc, en effet, je voulais traiter donc, ce premier webinaire qui parle du respect de l'alignement pédagogique d'une formation. Voilà, parce que, en effet, pour moi, c'est un élément qui est important, euh, qui existe quand même depuis 1996, mais on en entend un petit peu plus parler, voilà, puisque bien entendu, les techniques pédagogiques s'améliorent. Voilà, je voulais vous faire part en effet de son importance et qu'est-ce qu'elle peut en effet apporter, hein, également en pédagogie. Alors, nous aurons en effet des temps, bien entendu, de questions-réponses également, soit à la fin, soit tout au long du webinaire, en fonction, en effet, du nombre de questions que vous aurez à poser. Alors, je vous propose déjà, dans un premier temps, de faire un petit résumé de tout ce que l'on va voir pendant ce webinaire. Alors, premier élément, donc déjà, on va essayer de définir ce que c'est que l'alignement pédagogique, parce que ça peut être en effet un petit peu flou pour certains. Donc, on va donner une définition. Ensuite, je vous donnerai des exemples d'alignement pédagogique également pour vous montrer un petit peu la démarche. Je vous donnerai des exemples d'alignement non respecté aussi. On verra les risques, en effet, que l'on peut avoir quand on a un défaut d'alignement pédagogique. Voilà, alors les risques sont forcément toujours un petit peu mesurés, mais en effet, on a un risque pédagogique si jamais on a un défaut d'alignement. On verra les avantages d'un alignement pédagogique également en formation. Nous verrons les questions à nous poser pour pédagogiquement arriver du coup, à être aligné et proposer des activités pédagogiques, des évaluations qui sont en lien avec ce que l'on souhaite traiter donc, en fonction de l'objectif. Et puis, nous verrons comment mettre en œuvre cet alignement pédagogique. Voilà, donc n'hésitez pas, bien entendu, à poser vos questions en fonction de ma présentation au fur et à mesure. Alors, euh, rapidement, donc il y en a beaucoup qui me connaissent quand même parce que j'ai beaucoup d'anciens apprenants qui se sont inscrits, voilà, ou d'apprenants actuels d'ailleurs aussi. Voilà, donc merci à vous pour votre fidélité et pour cette inscription. Mais je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc moi, je suis Fabien Expili, je suis gérant de l'organisme eFormation, donc qui est un organisme que j'ai créé il y a 16 ans. Et aujourd'hui, nous sommes principalement spécialisés sur toutes les formations pédagogiques. Donc nous avons des formations longues et également des formations courtes. Donc nous proposons aujourd'hui le titre de formateur professionnel adulte, donc ancien millésime hein, actuellement et nouveau millésime puisque du coup on a un changement de référentiel. Nous proposons cette formation dans le cadre de modalités à distance. Nous le proposons également en blended learning, voilà, avec des temps en effet de présentiel et des temps en distanciel. Nous le proposons aussi en version personnalisée, voilà, pour les personnes en effet qui souhaitent avancer un petit peu à leur rythme. Et nous proposons également cette formation en partenariat avec le CFA IFIR. Voilà, vous aurez directement le lien, hein, en effet, pour vous connecter dessus, puisque nous proposons en effet ce titre de formateur également dans le cadre de l'apprentissage. Nous proposons également une deuxième certification qui, elle, est une certification qui est reconnue au RS, au répertoire spécifique, qui s'intitule Concevoir et animer une formation avec une pédagogie active, qui est une formation courte de 40 heures, voilà, et qui va vous permettre d'avoir une certification, pas un diplôme ou un titre, hein, mais en tout cas une certification reconnue au RS. Donc, c'est une formation qu'on propose à distance, en blended learning, et nous sommes pour cela en partenariat avec une structure qui s'appelle MMC Formation, voilà, qui est
propriétaire de cette certification et avec lequel nous travaillons. Au niveau de nos prestations aujourd'hui, nous proposons en effet de l'accompagnement à l'audit Calliope, voilà, que ce soit des centres de formation, des CFA, des centres de bilan de compétences ou également dans le cadre de la VAE. Voilà, donc nous faisons de nombreux accompagnements à l'audit Calliope, que ce soit à l'audit initial ou à l'audit de surveillance. Nous proposons également de digitaliser vos formations. Voilà, hein, donc si jamais il y a des besoins spécifiques sur des formations en présentiel, voilà, on est en mesure de pouvoir proposer en effet une digitalisation de vos formations. Vous verrez également sur notre site internet, là vous avez un lien, que nous proposons aussi de l'analyse de pratique, voilà, donc qui est animée par une coach professionnelle. Voilà, donc on fait une analyse de pratique à peu près tous les 2 mois. Et cette analyse de pratique peut permettre en effet aussi de répondre à l'exigence de l'indicateur 22, hein, bien entendu, de la certification Calliope. Alors maintenant que je me suis présenté, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec cette notion d'alignement pédagogique. Alors, l'alignement pédagogique, il a aussi un autre nom, puisqu'on l'appelle triple concordance. Voilà, parce que bien entendu, dans cette notion d'alignement, on va voir qu'il est nécessaire de pouvoir, en effet, adapter un certain nombre d'éléments pédagogiques, d'où ce terme d'alignement pédagogique. Alors, comment on peut le définir? On dit qu'il y a alignement pédagogique lorsque les objectifs d'apprentissage sont cohérents avec les activités pédagogiques et les stratégies d'évaluation. Voilà, hein, donc alors, on va avoir justement dans cette notion d'objectif d'apprentissage, on va revenir, mais en effet, on va avoir la notion des 3 C, hein, voilà, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Voilà, on a aussi cette notion d'activité pédagogique qui doit être adaptée aux objectifs d'apprentissage. Et bien entendu, l'important, en effet, pour qu'une formation soit réussie, c'est de toujours évaluer l'objectif pédagogique ou l'objectif d'apprentissage qui a été défini au départ. Alors, on dit en effet qu'on a un alignement pédagogique quand on a un principe de cohérence pour la construction d'une formation. Donc, en fait, cette notion d'alignement pédagogique, elle est surtout réalisée quand on va concevoir la formation. Donc, c'est-à-dire principalement au moment où vous allez concevoir le scénario pédagogique. Alors, pourquoi ce n'est pas la progression? Tout simplement parce que la progression pédagogique, on est un peu dans une logique au départ où on a un peu les objectifs. On peut, en effet, en fonction des progressions pédagogiques, avoir réfléchi un petit peu aux méthodes, mais on n'est pas forcément rentré dans le détail. Donc, vous commencez, bien entendu, à toujours avoir en tête cette notion d'alignement pédagogique. Donc, ça, en effet, c'est un point important. Mais, en effet, vraiment, c'est vraiment au moment du scénario que l'on va commencer à réfléchir à cette partie. Alors, un exemple d'alignement pédagogique. Donc, vous l'aurez compris, on a déjà dans un premier temps un objectif d'apprentissage ou un objectif pédagogique. Bien entendu, on peut utiliser les 2 termes. Donc, premier élément qui va être important, c'est que votre objectif, il doit être évaluable. Voilà, donc cette notion d'évaluation, elle est très importante, ce qui veut dire qu'on va bannir un certain nombre de verbes, donc comme les verbes comprendre, savoir, par exemple, et surtout cet objectif, il doit être observable. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit être capable de le visualiser, on doit être capable de l'observer lorsque l'on va évaluer l'apprenant. Donc, ce qui sera important par rapport à cette notion justement d'objectif, d'accord, c'est que, en effet, cet objectif soit en lien aussi avec des méthodes pédagogiques et des techniques pédagogiques. Alors, pour ceux qui ont vu ça il y a pas mal d'années ou ceux qui n'ont pas vu aussi, la méthode pédagogique, en effet, ça va être la façon que l'on va utiliser pour former, donc avec des méthodes expérimentales, actives, interrogatives,
démonstrative, expositive. Et on va avoir un certain nombre de techniques pédagogiques également qui vont tourner autour de ces méthodes. Voilà. Donc là, les techniques pédagogiques, il y en a plusieurs, hein. Il y a des études de cas, il y a des applications, il y a des travaux pratiques. Donc il y en a une multitude, hein, puisque des techniques pédagogiques, il y en a aussi beaucoup dans des livres que vous pouvez acheter en bibliothèque ou en librairie. Voilà. Mais en tout cas, on doit avoir déjà ce lien entre l'objectif et les activités d'apprentissage que l'on va proposer. Et bien entendu, en termes d'évaluation, on doit être capable aussi d'évaluer et d'avoir une modalité d'évaluation adaptée en fonction justement de notre objectif. Donc, ce qui va être très, très important, bien entendu, c'est déjà de réfléchir à la modalité d'évaluation qui doit être en lien avec l'objectif. Alors, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, vous avez un objectif, utiliser 12 techniques pour animer une formation. Donc là, on est bien d'accord qu'on a déjà un objectif qui est évaluable, tout simplement parce que l'apprenant, à la fin de la formation, doit être capable d'utiliser, voilà, l'utilise. Donc en fait, le formateur est en mesure de voir, en effet, que déjà l'objectif est atteint. 12 techniques. Alors, utiliser des techniques pour animer, hein, c'est surtout ça qui va être important. 12, hein, qui va être en effet le critère de performance. Donc là, on a notre objectif. Donc après, on va se poser la question, quand on est dans l'alignement pédagogique, sur l'activité d'apprentissage que l'on va proposer. Donc l'activité d'apprentissage doit être en lien avec cet objectif-là. Donc ce qui va être nécessaire, voilà, c'est de réfléchir en effet à ce que l'on va pouvoir proposer. Donc là, on va proposer par exemple un jeu de rôle. D'accord? Donc bien entendu, pourquoi un jeu de rôle? Alors ça peut être autre chose, hein, bien entendu, en fonction de votre stratégie. Pourquoi un jeu de rôle? Parce que pour nous, la méthode pédagogique qui serait une méthode pédagogique active, est adaptée, voilà, justement à l'animation d'une formation. Et la technique pédagogique que l'on va utiliser, ça va être en effet le jeu de rôle, voilà, parce que ça peut permettre en effet aux apprenants de commencer justement à travailler cette notion d'animation. Et l'évaluation, bien entendu, devra être en lien avec l'objectif pédagogique, avec les activités d'apprentissage, où là, la modalité d'évaluation la plus cohérente sera que les apprenants sont en mesure d'animer une formation en respectant les 12 techniques. Voilà, donc on voit qu'il y a une cohérence en effet entre l'évaluation, une cohérence avec l'objectif et le jeu de rôle qui va permettre justement d'apprendre. Alors, un deuxième exemple, alors n'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous avez besoin en effet de précision sur ces éléments-là. Un deuxième exemple, voilà, qui va sortir hein, de ma sphère justement de la formation. Un premier objectif qui pourrait être de remplacer une roue sur une voiture. Donc, on est bien d'accord que le remplacement, c'est quelque chose qui est observable, c'est quelque chose qu'on peut évaluer. Pourquoi? Parce que l'apprenant enlève une roue et remet une roue sur une voiture. On va avoir en activité d'apprentissage une démonstration, par exemple, qui peut être faite par le formateur. Donc là, on est sur la méthode pédagogique, qui va être une méthode démonstrative. Et la technique pédagogique que l'on va utiliser, ça va être l'exercice pratique par les participants. Voilà, où là, par exemple, les participants vont s'entraîner, voilà, entre eux, ou vont s'entraîner, par exemple, en individuel, eh bien, à remplacer la roue d'une voiture. Et bien entendu, en termes d'évaluation, ce sera une mise en situation professionnelle, par exemple, où le formateur va demander à chaque apprenant de remplacer la roue sur une voiture. Voilà, donc en fait, là, on se rend compte, vous voyez qu'on a un alignement pédagogique. Alors, ce qui va être important aussi, c'est d'arriver à identifier des exemples d'alignement qui sont non respectés. Parce qu'en fait, c'est là où on a très souvent une difficulté. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on se rend compte
aussi qu'en France, les organismes de formation ne sont pas très, très bons au niveau de l'évaluation. Vous avez des organismes de formation parfois qui ont un objectif, qui ont des activités, par exemple, d'apprentissage, et qui ne vont pas forcément évaluer ou vont évaluer, par exemple, la satisfaction de la formation. Donc, il faut savoir que, bien entendu, ce n'est pas suffisant. Hein. On est obligé aujourd'hui, rien que déjà avec la démarche Calliope, d'évaluer les acquis des apprenants. Voilà. Mais on va aussi parfois se rendre compte qu'on n'évalue pas non plus toujours l'objectif. Alors, un exemple d'alignement qui n'est pas cohérent. Par exemple, nous aurions un objectif, rédiger un bon de commande. D'accord? Donc là, on est bien d'accord que l'objectif, alors là, je ne suis pas parti avec des objectifs sur les 3 C. Hein. Voilà, je suis vraiment parti sur des objectifs avec le comportement, avec le verbe observable. Donc, rédiger un bon de commande. Donc là, par exemple, on a un cours magistral voilà, qui est proposé dans le cadre, par exemple, d'une activité ou d'une méthode. D'accord? On est vraiment là sur une méthode, en effet, qui va être une méthode expositive. D'accord? Donc, en effet, c'est ce qui est considéré comme une activité. D'accord? Et une évaluation qui est une étude de cas. Donc là, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème de cohérence. Pourquoi? Parce que l'activité n'est pas appropriée à l'objectif ni à l'évaluation. Alors, bien entendu, on va pouvoir faire un bout de cours magistral, par exemple, pour démontrer les différentes parties d'un bon de commande, pour montrer justement l'entête, le corps et le pied, pour montrer comment justement est composé le bon de commande, les informations qu'on va avoir à l'intérieur. Mais dans l'activité d'apprentissage, on ne va pas pouvoir se contenter de faire qu'un cours magistral parce que l'apprenant a besoin de transférer les connaissances qu'il a vues en formation, en pratique, éventuellement sur le terrain. Voilà. Donc là, par exemple, une activité d'apprentissage qui pourrait être intéressante serait des travaux pratiques, par exemple, ou une application qui permettrait à l'apprenant, bien entendu, de rédiger le bon de commande. Un élément qui est très, très important aussi à avoir en tête, c'est que vous devez toujours dissocier l'activité d'apprentissage de l'évaluation. Hein, c'est-à-dire, on a besoin obligatoirement d'avoir une activité d'apprentissage avant d'évaluer. On ne peut pas avoir un objectif qui est de rédiger un bon de commande, leur demander de rédiger le bon de commande sans leur avoir permis d'avoir pratiqué. D'accord? Il va falloir toujours avoir un exercice, éventuellement une évaluation sous forme d'étude de cas. Alors, un autre point, un autre exemple, voilà. Donc, rédiger un bon de commande. Je suis toujours parti sur le même objectif. Voilà, donc là, l'objectif est bien rédigé. On a un exercice d'application voilà, qui est proposé, donc qui permet en effet aux apprenants de pouvoir s'entraîner à rédiger un bon de commande. Et on se rend compte que l'évaluation, par contre, elle n'est pas adaptée parce qu'on va évaluer sous la forme d'un quiz ou d'un QCM. Voilà. Donc, très attention aussi à ce point-là. Le QCM, il est très souvent généralisé dans les modalités d'évaluation qui sont proposées dans les organismes de formation. On va utiliser le QCM généralement quand il permet d'évaluer des savoirs, hein, qui permet en effet d'identifier que la personne connaît. Voilà. Vous avez certains QCM aussi qui peuvent vous permettre, bien entendu, de voir un certain nombre de savoir-faire qui ont été, bien entendu, acquis pendant la formation. Mais l'objectif, bien entendu, c'est surtout là de leur faire pratiquer. D'accord? Donc, attention à ne pas utiliser le QCM tout le temps. Alors, en effet, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis aussi auditeur Calliope. Et vous voyez, sur l'audit de surveillance, on fait très attention à cette notion d'évaluation. Et on va vérifier que l'évaluation soit en concordance avec l'objectif qui est là l'objectif opérationnel. Alors, quels sont les risques d'un défaut d'alignement pédagogique? Alors, le premier risque, justement, qui n'est quand même pas des moindres, c'est qu'on peut engendrer des difficultés d'apprentissage. Il faut savoir que l'apprenant, lui, a déjà
à la base, il peut en tout cas avoir des difficultés d'apprentissage. Il peut avoir des difficultés cognitives, il peut avoir des difficultés socio-affectives, motivationnelles, psychomoteurs, enfin, il y en a plusieurs hein, qui existent, qui sont déjà des difficultés qui sont internes, hein, qui lui appartiennent. À nous, en tout cas en tant que formateurs, de ne pas rajouter des difficultés d'apprentissage parce qu'on a un scénario mal conçu, parce qu'on a choisi une activité qui ne fonctionne pas, parce qu'on a un objectif qui est mal formulé, ou bien parce qu'on a une évaluation qui ne permet pas d'évaluer l'objectif. D'accord? Donc, voilà. Donc, déjà, premier risque, c'est une difficulté d'apprentissage ou des difficultés d'apprentissage qui peut du coup mettre en péril parfois la réussite aussi, bien entendu, à un examen, à une certification, ou bien tout simplement un frein justement au développement des compétences de l'apprenant. Deuxième risque, c'est un manque d'intérêt pour l'activité. Alors, il faut savoir que lorsque vous allez proposer une activité qui est en lien avec l'objectif, voilà, l'objectif d'apprentissage, vous avez en effet un intérêt. Pas toujours. Hein. Voilà, ça va dépendre des groupes que l'on a, ça va dépendre du public. On sait que parfois, en fonction des publics, si on est sur un des publics jeunes, par exemple, même si vous avez un objectif qui est bien ficelé, même si vous avez bien travaillé, on n'a pas toujours, en effet, une motivation. Une motivation voilà. Mais en tout cas, du coup, c'est nécessaire, bien entendu, déjà de faire attention justement à ce que vos objectifs soient bien formulés, que vos objectifs hein, soient aussi euh, décrits et correspondent justement, bien entendu, à l'activité d'apprentissage. D'accord? Donc, si jamais l'apprenant a l'impression, en tout cas, que l'activité n'est pas en lien avec l'objectif, il peut avoir un manque d'intérêt pour l'activité, qui peut engendrer du coup des difficultés, du bruit, un environnement en tout cas d'apprentissage qui n'est pas forcément opportun. Le troisième risque, c'est qu'un défaut d'alignement peut aussi engendrer des mauvais résultats à l'évaluation. Tout simplement parce que l'apprenant, et d'ailleurs très souvent, je pense que ça vous est arrivé aussi parce que ça m'est arrivé à moi, j'ai parfois eu l'impression d'avoir compris tout un concept. Vous voyez, quand on m'a indiqué un concept, je me dis, bah ouais, super, j'ai compris, je sais ce que ça veut dire, je vais être capable de le réutiliser. Et puis, j'arrive devant éventuellement une évaluation où je me rends compte que j'y arrive pas. Voilà. Alors, c'était il y a quelques temps, hein, quand j'étais encore au lycée ou quand j'étais jeune apprenant. Et du coup, bah, vous voyez, quand vous avez ce sentiment-là, c'est qu'il y a un défaut d'alignement pédagogique. Par contre, si jamais, en effet, vous avez un objectif, vous proposez une activité d'apprentissage, cette activité d'apprentissage, si l'apprenant est en difficulté, c'est parfois limite normal, hein, puisque il ne connaît pas tout au départ et toute personne qui est en formation parce qu'il a besoin d'apprendre. Voilà, il ne maîtrise pas tout au départ. Voilà. Donc, en tout cas, le groupe d'apprenants ou l'apprenant quand il sent en effet que l'activité est intéressante, il va s'y investir. Voilà, d'accord. Et bien entendu, l'évaluation doit refléter aussi, bien entendu, l'activité d'apprentissage qui aura été proposée. Hein. Et ça, c'est un point très, très important, parce que du coup, si l'apprenant a l'impression qu'il découvre une évaluation parce que voilà, l'évaluation est très différente de l'activité, ben, ça peut lui poser problème. Alors, les avantages d'un alignement pédagogique en formation, donc vous l'aurez compris, c'est justement, hein, ça permet aussi d'éradiquer les difficultés d'apprentissage, ça peut permettre de créer de la motivation, ça favorise une bonne évaluation. Alors, il y en a d'autres, hein, bien entendu, aussi, c'est que ça permet, en tout cas en tant que formateur, aussi d'évaluer le bon objectif, d'accord? Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, parfois, de se rendre compte que on n'a pas évalué forcément ce qu'on avait prévu à la base. D'accord? Alors, c'est normal quand on est débutant aussi, hein, en tant que formateur, je rassure ceux qui sont débutants, hein, bien entendu, dans ce métier-là aussi, d'avoir une évaluation des difficultés au niveau de l'évaluation. Ce n'est pas très, très grave. L'essentiel, ça va être ensuite, en effet, après de recadrer ou de reproposer une autre activité ou une autre évaluation qui peut être en lien. D'accord? En tout cas,
quand on a le sentiment d'avoir évalué l'objectif pédagogique, c'est plutôt quelque chose de très agréable, en effet, bien entendu, quand on est formateur. Ensuite, bien entendu, un alignement cohérent, ça permet d'avoir une stratégie pédagogique adaptée. Alors, on va en reparler un petit peu plus loin. Quand je parle de la stratégie des 3C, en effet, pour pouvoir aussi travailler son objectif, d'accord, ça va permettre de réfléchir à sa stratégie pédagogique. Tout simplement parce que si ça va vous donner de la légitimité, bien entendu, en tant que formateur. Le troisième élément, bien entendu aussi, c'est que l'alignement pédagogique va renforcer l'action en formation. Voilà. D'accord ? Et un point justement primordial à toujours avoir en tête, c'est que vos apprenants en formation sont là pour développer des compétences. Alors en tout cas, euh, que nous, en tant que formateurs, on les aide à développer en tout cas leurs compétences le plus possible et qu'ils ne sont pas là forcément pour ingurgiter du savoir. D'accord? Donc ça, c'est un point, en effet, qui est très, très important. Vous devez forcément passer à l'action. Aussi, passer à l'action va permettre de mémoriser, de faciliter la mémorisation par 4, par 5. Voilà. Alors que quand on est vraiment sur une formation où il n'y a pas d'action, eh bien, ça peut être un peu rébarbatif. Pensez aussi que l'émotion en formation favorise l'ancrage aussi des apprentissages. Alors, les questions à se poser justement lorsque on décide de mettre en place cet alignement pédagogique. La première question à se poser, voilà, c'est qu'est-ce que l'apprenant devrait être capable de faire? Je vois certains qui sont connectés, ça va leur rappeler euh, deux, trois petits échanges qu'on a eu la semaine dernière, d'accord? Mais en effet, on doit être capable l'apprenant doit être capable de faire quelque chose à la fin de la formation. Alors bien entendu, là, je vous parle en fin de formation, si on est sur une évaluation sommative ou certificative, voilà, sur des évaluations en effet qui se font en fin de parcours. Si on est sur une évaluation formative, en milieu de parcours, par exemple, l'apprenant doit aussi être capable de faire un certain nombre de choses à un instant T. Voilà. Mais en tout cas, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il doit être capable de faire. D'accord ? Il doit être capable, par exemple, de lister, il doit être capable d'utiliser, de choisir. Voilà. Donc, vous avez pas mal d'objectifs, en effet, de cet ordre-là. D'accord ? La deuxième question à se poser, c'est quelles sont les activités, bien entendu, pédagogiques que j'utilise, d'accord? Donc, c'est-à-dire par rapport à l'objectif que j'aurais défini, ok? Si par exemple, voilà, je décide, par exemple, de- que mes apprenants soient capables d'utiliser 3 types de questionnements dans le cadre d'un entretien, d'accord? Eh ben, je vais réfléchir justement à l'activité qui est la plus appropriée. Je vous remercie, Elie, d'éteindre votre caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La troisième question à vous poser, ça va être justement comment j'évalue les apprentissages. Donc, c'est-à-dire, j'aurai identifié mes activités, j'aurai identifié mon objectif, donc je vais voir comment j'évalue mes apprentissages. Alors, une petite stratégie aussi que l'on peut mettre en place, ce qui peut être intéressant, c'est d'abord aussi de réfléchir à comment j'évalue les apprentissages, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être important pour moi. Voilà, c'est-à-dire que je visualise ça. Donc, par exemple, pour les formateurs aussi qui sont sur des titres, pour moi, la première chose à faire, c'est toujours de regarder le référentiel de certification, le référentiel d'évaluation pour savoir justement qu'est-ce qui est évalué et comment les apprentissages sont évalués. Je vais ensuite, en fonction de cette évaluation, déterminer justement mon objectif pédagogique. Voilà, donc qu'est-ce que l'apprenant doit être capable de faire à la fin de la formation, donc, ce qui va me permettre d'avoir une cohérence déjà entre les modalités d'évaluation et l'objectif. Et ensuite, je vais réfléchir à l'activité pédagogique, bien entendu, que j'utilise. Voilà. Après, à vous de voir ce qui vous semble le plus pertinent. Il y en a qui vont peut-être plutôt passer
par l'objectif, qui vont faire peut-être ensuite l'évaluation, qui vont d'abord réfléchir aussi à une activité. Voilà, hein, à vous de voir ce qui vous semble le plus pertinent, mais en tout cas, voilà, le conseil, en tout cas, c'est de se poser, c'est bien de se poser ces 3 questions. Euh, alors, comment on va mettre en œuvre cet alignement pédagogique? Alors déjà, on va revenir sur cette notion d'objectif. Alors, la première chose, ça va être de vous focaliser sur l'apprenant lorsqu'on souhaite choisir un objectif d'apprentissage. Alors, se focaliser, bien entendu, sur un objectif, sur l'apprenant, c'est-à-dire qu'on va définir l'objectif en se disant, bah, tiens, le stagiaire, il doit être capable de, voilà, il doit être capable de lister les 8 étapes d'un entretien, lister les différents types de questionnements que l'on peut faire quand on analyse les besoins, voilà, de repérer les 6 types de clients que l'on peut trouver en magasin. D'accord? Donc, on se focalise sur l'apprenant et on fait attention à ne pas se focaliser sur soi. D'accord? Parce que si on se focalise sur soi en tant que formateur, on est dans ce qu'on appelle une intention pédagogique. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais très bien dire, moi, mon intention, c'est qu'il maîtrise, par exemple, le cadre de leur dossier professionnel. D'accord? Donc ça, c'est pour moi, c'est mon objectif. Et encore, on peut appeler ça un objectif. C'est en tout cas mon intention pédagogique que je souhaite pour moi en tant que formateur. D'accord? Qui doit différer, bien entendu, de l'objectif d'apprentissage qui se focalise sur l'apprenant. Ensuite, alors pour vous aider justement dans cet objectif d'apprentissage, alors il y a Benjamin Bloom hein, qui a bien entendu mis en place cette fameuse taxonomie avec, on va dire, 6 niveaux d'habileté intellectuelle que l'on va voir par rapport justement à ces objectifs. Et on va, nous, en tout cas, dans la façon dont on va rédiger cet objectif, on va réfléchir au départ aussi, bien entendu, à le niveau que l'on souhaite. Alors, sachant que, vous voyez, le niveau de la connaissance, le niveau de la compréhension, c'est des niveaux qui sont inférieurs au niveau de l'application, qui est inférieur de l'analyse, qui est inférieur de la synthèse et de l'évaluation. Et en fait, très souvent aussi, parfois, on se rend compte que on souhaite, à la fin de la formation, par exemple, que les apprenants, voilà, à la fin d'une journée, qu'ils soient capables d'appliquer ou de synthétiser un concept ou d'analyser un concept. Et en fait, on se rend compte aussi, hein, bien entendu, que si on n'est pas passé par la phase de connaissance, de compréhension, d'application, bah, si vous êtes dans la phase tout de suite de synthèse ou d'analyse, vous pouvez créer ce qu'on appelle un saut conceptuel. Voilà, le saut conceptuel, c'est-à-dire que en fait, vous passez trop vite d'un niveau à un autre. C'est-à-dire que vous allez passer du niveau 1 au niveau 4 trop rapidement. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de se focaliser sur l'apprenant, parce que le fait de s'aider de cette taxonomie va nous permettre aussi d'identifier les éventuelles difficultés et puis, bien entendu, de faire une progression pédagogique qui soit, bien entendu, la plus adaptée possible. Alors, pour se focaliser en effet sur un objectif, on va faire attention aussi aux conditions de réalisation. Voilà, c'est un petit rappel hein, pour certains d'entre vous. Et on va faire attention aux critères de performance. Voilà. Donc, par exemple, un objectif, voilà, je me focalise sur l'apprenant. Je veux que l'apprenant soit capable de rédiger un texte, rédiger une note de synthèse, par exemple. Voilà, donc vous voyez, rédiger une note de synthèse. Donc déjà, ça veut dire que normalement, mon apprenant est passé par toutes ces phases-là, d'accord, par la connaissance, la compréhension, l'application et l'analyse, puisqu'on est sur la phase de synthèse. Voilà. La condition de réalisation, bah, ça va être à l'aide de quoi? D'accord? Donc, par exemple, grâce aux explications du formateur et à l'application, voilà, individuelle, l'apprenant sera capable de rédiger une note de synthèse. Et je vais ensuite déterminer le critère de performance qui pourrait être, par exemple, rédiger une note de synthèse de 20 lignes, voilà, ou d'une page. D'accord? Donc là, en fait, je me rends compte que mon objectif pédagogique, il est clair, d'accord? Et qu'en plus, vous voyez, le fait d'avoir formalisé l'objectif,
Ça me permet déjà de réfléchir aux activités d'apprentissage que je propose. Par exemple, alors l'explication est bien entendu au travail individuel, l'application individuelle. D'accord. Et le critère de performance me permet de réfléchir déjà à mon évaluation, où du coup, je vais aussi voir si l'apprenant, quand il a rédigé une page ou rédigé 20 lignes, d'accord, c'est OK. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il y en a 15? Il y a 15 lignes. S'il y en a 15, il n'a pas répondu à l'objectif. Et s'il y a 6 pages, il n'a pas répondu à l'objectif. Voilà. Bien entendu, tous ces critères de performance sont ensuite redécoupés en indicateurs de performance, bien entendu, qui permettent d'affiner les critères. Voilà, on n'a pas le temps, bien entendu, d'aborder tous ces éléments-là aujourd'hui. Alors, je me dépêche parce que du coup, je voulais terminer à peu près à 12h45 pour vous laisser un temps de réponse aux questions. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à en poser. Alors, le deuxième, en effet, élément important au niveau de la mise en œuvre, c'est que vous allez devoir utiliser plusieurs méthodes et techniques pédagogiques. Alors moi, le conseil que je donne, alors qui n'est pas un conseil, qui n'est pas une science, ce n'est pas forcément universel, mais vous voyez, par exemple, sur une demi-journée, généralement, je préconise d'utiliser 3 méthodes pédagogiques différentes, avec des techniques différentes, parce que ça va vous permettre de faciliter l'apprentissage, et puis ça permet aussi de s'adapter aux différents styles d'apprentissage des apprenants, voilà, s'ils sont plutôt auditifs, visuels, kinesthésiques, ou sont des intelligences multiples de Gardner, par exemple. Voilà, on peut avoir en effet besoin d'avoir une approche un peu différente. Alors, pour faire un rappel, justement, bien entendu, sur les méthodes, on peut utiliser une méthode active. Donc, en formation, on va faire attention à utiliser, en tout cas, en priorité, une méthode active. Il ne faut pas utiliser que des méthodes actives, mais on doit faire attention, en effet, à la favoriser le plus possible, parce que la méthode active va favoriser, bien entendu, l'ancrage, les émotions qui permettent de mémoriser. On va pouvoir utiliser une méthode expérimentale aussi. La méthode expérimentale est à prendre quand même un petit peu avec des pincettes, puisque la méthode expérimentale, elle est surtout utilisée lorsque les apprenants ne sont pas forcément débutants. Voilà. L'expérimentation, par exemple, ça peut être, vous voyez, si jamais je demande à des apprenants de cuisiner voilà, cuisiner une quiche Lorraine en 30 minutes, par exemple, et que je ne leur donne pas de recette, je leur donne simplement les consignes de sécurité, par exemple, et voilà, je ne leur donne pas de recette, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Voilà, d'accord. Donc là, on est sur l'expérimental. Alors sur une méthode active, par exemple, si je veux qu'ils sachent cuisiner en effet une quiche Lorraine en 30 minutes, eh ben, je vais leur donner la recette, je vais leur expliquer comment faire, et ensuite ils font. Voilà, donc du coup, là, on est sur une méthode active. Ensuite, une autre méthode que vous pouvez utiliser et que je vous conseille d'alterner avec la méthode en dessous, qui est la méthode, non, pas la méthode en dessous, mais en tout cas, pourquoi pas la méthode démonstrative, mais aussi qui est la méthode expositive. Voilà, c'est la méthode interrogative. Voilà, la méthode interrogative va permettre en effet de jalonner votre présentation de questions qui vous semblent en effet pertinentes, qui vont permettre aussi de favoriser la prise de conscience chez l'apprenant. Voilà. Vous avez la méthode démonstrative qui peut être utilisée aussi pour montrer un exemple. Voilà, donc moi, vous voyez, très souvent, alors quand j'ai eu l'occasion il y a quelques années de former en management, de former en technique de vente, j'aimais bien leur faire un sketch de vente. J'aimais bien leur faire un entretien de management pour qu'ils puissent voir un petit peu comment je pratiquais. Voilà, donc c'est une méthode démonstrative. Et l'expositif, bien entendu, qui est nécessaire. Faire attention, bien entendu, à toujours bien respecter un peu la relation formative en proposant vraiment des temps d'apport, des temps d'exercice et des temps de régulation et d'évaluation. Voilà. Donc, on essaie d'utiliser le plus de méthodes possibles et bien entendu, on va faire attention aussi à varier aussi les techniques. Et ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir être en mesure de proposer des choses qui soient toujours qui soient différentes aussi d'une journée à une autre. Si jamais vous avez un groupe pendant une période assez longue, essayez de varier un peu ces techniques-là pour qu'ils
qu'ils sentent un renouveau et puis qu'ils soient bien entendu aussi motivés par ce que vous leur proposez. Au niveau de l'évaluation, alors bien entendu, on va choisir la modalité d'évaluation, d'accord, qui est la plus adaptée et je vous conseille de toujours construire une grille. Voilà. Alors tout simplement aussi pourquoi? Dans le cadre de Calliope, vous avez l'indicateur 6 qui demande justement d'avoir des grilles vierges et vous avez l'indicateur 11 qui doit permettre de voir que l'évaluation a été mise en œuvre par les apprenants. Donc, on choisit la modalité d'évaluation, on construit la grille. Alors, pareil, un petit rappel avec certains, ce qu'on a vu la semaine dernière. Vous avez différentes modalités. Essayez de choisir toujours des modalités pédagogiques qui soient un peu sympas aussi et qui sont un peu différentes. Alors, vous voyez, donc, par exemple, QCU, bon, question à choix unique, question à choix multiple, exposé écrit ou oral, en effet, c'est des choses qui sont assez communes. Voilà, c'est plutôt commun, en effet, dans le milieu de la formation. Mais vous pouvez aussi proposer autre chose, un travail de recherche. Vous voyez, très souvent, moi, par exemple, j'ai demandé aussi à des apprenants de faire un travail de recherche et de me faire une version podcast du travail de recherche. Je leur ai demandé de faire une petite vidéo, voilà, par exemple, de leur travail de recherche. Donc, essayez en effet de dynamiser aussi, bien entendu, ce travail-là. Au niveau du savoir-être, par exemple, ça peut être des jeux de rôle ou des mises en situation, même si le jeu de rôle et la mise en situation peuvent aussi être en lien avec des savoir-faire. Voilà. Où là, par exemple, on pourra avoir aussi des études de cas, des simulations, des mises en situation professionnelles. Alors, j'ai voulu vous mettre un petit document, alors, une espèce de petite BD voilà, que j'ai trouvé en source à l'Université de Clermont-Ferrand, où là, vous voyez, vous avez un exemple d'apprentissage qui a été proposé, où là, vous avez un objectif d'apprentissage où on vous dit que l'étudiant sera capable de sauter en parachute. Voilà, d'accord. Donc, là, alors c'est une tour humoristique, hein, vous allez voir. Donc là, on a un objectif, l'étudiant sera capable de sauter en parachute. Activité pédagogique, lecture sur le parachutisme. Voilà. D'accord. Donc là, vous voyez, vous avez l'apprenante qui lit, vous avez l'apprenant qui commence à se poser des questions en disant, mais est-ce que c'est pas un peu risqué quand même? Voilà. Et puis, la stratégie d'évaluation, sauter en parachute. D'accord. Bah, je vous assure qu'en effet, si jamais vous ne l'avez jamais fait, hein, que vous avez un objectif, en effet, qui est de sauter en parachute, on vous laisse sauter en parachute et que vous avez seulement lu le manuel, eh ben, je ne suis pas persuadé que l'objectif soit atteint. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une petite phrase qui explique préservons la vie de nos étudiants et vérifions notre alignement pédagogique. Voilà. Hein, c'était un petit peu le ton humoristique un petit peu de ma présentation. Voilà, et bien entendu, on va laisser un petit peu du temps voilà, pour que je puisse répondre à vos questions. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, bien entendu, c'est que si vous êtes formateur, si vous êtes responsable, si vous êtes directrice voilà, de CFA, parce que je vois qu'il y en a, si vous êtes directeur d'organisme de formation, je pense que c'est un élément, le coordinateur pédagogique par exemple, vérifier toujours en effet que on a un alignement pédagogique et vérifier aussi l'alignement pédagogique de vos équipes parce que, vous voyez, moi je constate encore au quotidien énormément de lieux de formation ou de clients à moi où l'alignement pédagogique, il est vraiment pas présent. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Sébastien, je vais du coup, te demander de me dire s'il y a des questions, s'il te plaît. Eh bien, écoute, aujourd'hui, nous avons des apprenants ou des spectateurs plutôt sages, D'accord. parce que du coup, je les ai même sollicités, pour rappeler qu'ils pouvaient poser des questions, mais apparemment, ce que tu as, abordé était très clair, je pense. D'accord. On n'a pas de questions du tout?
Pas pour l'instant, non. Et tu vois, on me confirme que tout a été très limpide. Voilà. Ok. Et toujours Alors, aussi pertinent. ah, merci. Alors peut-être qu'il y en a un qui veut prendre la parole et peut-être, je ne sais pas, partir sur un exemple sans mettre la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez, voilà, vous avez peut-être envie de prendre la parole sur un élément dont j'ai parlé ou besoin peut-être d'un éclaircissement, Alors, quelque chose. on a Floriane qui Oui. te demande ce que tu penses du radical learning. Alors, le radical learning. Alors, qu'est-ce qu'elle appelle le radical learning? Alors, j'imagine que c'est justement une méthode où, du coup, où, en effet, on n'a pas forcément de démarches et de méthodes pédagogiques qui sont diversifiées. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Est-ce que c'est comme ça qu'elle l'entend, elle? Eh ben, nous allons voir. Donc, Floriane, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus quant à votre question. Elle peut prendre la parole hein, si elle préfère, si c'est plus Hmm. simple aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, hop, je vais inviter Floriane à prendre la parole, éventuellement à rallumer son micro. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Oui. bonjour Floriane, je t'entends. De t'entendre, hein, ça fait longtemps. Effectivement. Merci pour l'invitation. Le radical learning, en fait, c'est plutôt une méthode, où on va les jeter dans le grand bain. Donc, Ah oui, c'est ton histoire de quiche Lorraine là qui m'y a fait penser, où en fait, ils d'accord. n'ont pas forcément de connaissances, ou en tout cas, on n'a pas fait de cours théoriques, on a vu aucune connaissance et ça va leur permettre finalement, de voir un petit peu ce qui est facilitant, ce qui est freinant et cetera par eux-mêmes et D'accord. apparemment ça fluidifie derrière, l'apprentissage. Mhm. Alors, ça va dépendre, en tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel je ne m'aventurerai pas forcément personnellement. Euh, En tout cas, pas avec tous les groupes. Voilà, ça va dépendre des groupes, en fait, avec qui, euh, les groupes que tu vas avoir en face. Hein. Voilà, avec un groupe, par exemple, qui cogite déjà un peu, qui cogite bien, par exemple, pourquoi pas. Avec des groupes avec qui on peut avoir des difficultés ou ont besoin d'être un petit peu plus guidés, ça peut être compliqué parce que ça peut créer des freins à l'apprentissage, ça peut créer des peurs. Hein. Il faut savoir en Oui, effet que l'apprenant, il a des peurs aussi hein, quand il débute une formation. Hein, il en a cinq. Hein, voilà, il va se poser la question de euh, avec qui va être le formateur, qu'est-ce qu'on va me demander, comment est le groupe, est-ce que je suis au niveau. Voilà. Donc si on le met aussi trop vite dans le bain, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Hein. Après, ça dépend du niveau que tu as en formation. d'accord, donc déjà faire connaissance avec son groupe avant d'utiliser cette méthode. Moi, je trouve. En tout cas, alors, après, c'est perso, hein, ça dépend du groupe que Oui, tu bien vas sûr. avoir, mais en effet, ça peut être, ça peut être un peu, ça peut être un peu risqué, en fait. Hein. Il y en a qui peuvent, qui pourraient réagir en disant que c'est une pédagogie de l'échec aussi. Voilà, donc il ne faudrait pas, en effet, que les apprenants ensuite aient ce sentiment-là. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, Florian. Alors, on a une autre question de la part de Vasilika. Alors, Oui, j'espère avoir bien prononcé son prénom. Donc, il nous oui. demande si l'évaluation, pardon, doit s'effectuer à tous les niveaux de la taxonomie de Bloom. Alors, c'est difficile généralement de pouvoir évaluer à tous les niveaux de la taxonomie de Bloom. Pour moi, on va dire ce qui est bien, généralement, par exemple, si on est sur une formation courte, c'est de pouvoir déjà évaluer les savoirs, peut-être au départ. Voilà. Et puis ensuite, on va évaluer soit un savoir-être, soit un savoir-faire. Après, vous avez aussi parfois des formations qui sont très en lien avec le savoir. Hein. Voilà, d'accord. On n'est pas obligé d'aller sur les sites. Voilà, on va avoir le savoir, savoir-faire, savoir-être éventuellement.
voilà, mais on n'est pas obligé d'aller vraiment sur les 6 niveaux, puisque très souvent, en fait, on va aller choisir aussi dans son niveau. Par exemple, moi, très souvent, si je me dis, bah, tiens, je veux qu'il soit capable d'analyser, bah, vous voyez, d'aller dans la taxonomie de Bloom, ça me permet de me dire, bah, tiens, oui, mais pour analyser, il faut qu'il soit quand même capable de passer par là. Voilà, donc du coup, bah, ça va me permettre de redescendre après un petit peu sur mon savoir. Très bien. Donc, j'espère que pour Vasilika, c'est la réponse que Fabien vous aura apportée vous conviendra. On a Ludovic également qui a Oui, une question. Et donc, il oui, demande lorsqu'un formateur intervient dans le cadre de formation où les objectifs sont déjà rédigés oui, ou qui ne le sont pas correctement. Donc, il met entre parenthèses l'absence des 3C. Comment oui. faire pour déterminer que l'alignement pédagogique est pertinent? Alors, c'est très souvent le cas parce que parfois, en effet, on peut être en sous-traitance, par exemple, sur une formation. Ça m'arrive, moi, parfois, d'être en sous-traitance, aussi sur certaines formations. Et du coup, je vais toujours faire reformuler l'objectif. Voilà. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si l'objectif, il n'y a pas forcément les 3C, ben moi, je vais le reformuler, en tout cas, en affinant justement l'objectif. Alors après, les 3C, ce n'est pas forcément tout le temps obligatoire, hein, d'accord? L'essentiel, c'est d'avoir au moins un C qui est le comportement. S'il y en a trois, c'est très, très bien. Mais en tout cas, voilà, je vais faire attention, déjà reformuler mon objectif et je vais le faire reformuler ensuite à mon groupe. Voilà. Et du coup, en fait, j'explique. Généralement, je vais partir de l'objectif peut-être de mon client et je vais peut-être réfléchir avec eux à un travail de reformulation qui va nous permettre de l'affiner. Voilà, donc je ne vais pas dire, par exemple, que l'objectif de mon client, il n'est pas bon. Voilà. Je dis, bah, regardez, tenez, on va un peu l'affiner, cet objectif, voilà, par rapport à vos besoins. Et du coup, bah, je le retravaille. Ce qui veut dire qu'ensuite, quand j'ai mon objectif, que j'ai mon évaluation, bah, je vais réfléchir aussi à mon activité d'apprentissage derrière. Voilà, Très bien, j'espère que merci Fabien pour ces précisions. Euh, voilà, bah, Ludovic te remercie à cette bon, occasion. super. On n'a plus d'autres questions pour D'autres l'instant. questions? Écoutez, c'est parfait. Ben, écoutez, merci en tout cas pour votre participation à ce premier webinaire. Donc, on va en faire d'autres hein, qui seront prévus sur d'autres thématiques. On va en faire voilà, sur, par exemple, les entrées et sorties permanentes en formation. On va en faire aussi sur l'individualisation des parcours. Voilà, donc vous allez avoir d'autres webinaires qui seront bien entendu animés par moi, en tout cas dans un premier temps, voilà, sur généralement des midi 13h, voilà, et qui permettent d'affiner, bien entendu, certains sujets voilà, qui nous semblent intéressants. Nous allons vous envoyer, hein, bien entendu, aussi je vous enverrai mon document et puis vous aurez l'enregistrement aussi à votre disposition et il sera aussi disponible sur notre compte YouTube. Voilà, merci à tous de votre participation et puis bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.